Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à tous. Bienvenue donc à cette table ronde qui s'inscrit dans le thème justice et tutela du liberté en lien avec le bicentenaire du barreau de Toulon. Alors, comment garantir l'impartialité de la justice? L'impartialité est consacrée dans plusieurs textes, et notamment l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est un droit pour le justiciable, c'est une obligation pour les magistrats. Alors, pourquoi s'interroger? Bien parce que la justice souffre parfois d'un manque de confiance des Français qui la jugent pas toujours très bien, trop lente, trop complexe, trop chère, parfois injuste. Avec nous pour en débattre ce soir, Sylvie Motte, présidente du tribunal judiciaire de Toulon, Sophie Caïs, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulon, Elsa Johnson, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, Delphine Equet, auteur et metteur en scène notamment d'une pièce de théâtre intitulée Le Parloir, dont on parlera, et puis Arnaud Philippe, docteur en économie, auteur du livre La fabrique des jugements. Et je me tourne tout d'abord vers vous, Sylvie Motte. Vous êtes donc actuellement présidente du tribunal judiciaire de Toulon, avec une longue carrière derrière vous. Oui, plutôt longue. Écoutez, j'ai exercé principalement, je vais pas faire le récit de toute ma carrière, mais j'ai exercé principalement les fonctions de juge d'instruction et de juge des enfants. Et juge des enfants, je l'ai été 12 ans. Voilà. Et je dois dire que mon activité de présidente est nourrie de cette expérience professionnelle. Voilà, et je suis à Toulon depuis 3 ans, après avoir été présidente du tribunal judiciaire d'Orléans. On va commencer avec vous pour revenir un petit peu sur les fondamentaux de cette impartialité. Très bien. Alors, je voulais d'abord remercier le Théâtre Liberté et Madame le Bâtonnier de m'avoir conviée donc à cet événement. C'est un événement très important parce que c'est le bicentenaire du barreau et je suis toujours très attachée aux dates anniversaires des institutions. Et je le dis à chaque fois, pour la nuit du droit, le 4 octobre est l'anniversaire de la Constitution. Je le répète à chaque fois que j'ai l'occasion d'évoquer ce sujet. Et je trouve que c'est très important de fêter le bicentenaire du barreau. Alors, on a vu là tout de suite l'exposition photo dans les rues de Toulon. Et c'est vrai, je me suis dit 200 ans, alors ça nous ramène à 1822. Et j'ai réfléchi qu'en 1822, on était sous la monarchie, c'était la Restauration, le roi Louis XVIII. Et le roman qui laisse des traces indélébiles sur une justice qui n'existe pas, c'est le Comte de Monte Cristo. Alors j'en parle parce qu'on n'est pas très loin de Marseille et que le château d'If est à proximité. Et la publication du Comte de Monte Cristo, c'est 1846. Alors bon, on n'en est pas là. La société a beaucoup évolué, nos institutions aussi. Alors, quand on m'a demandé d'intervenir sur le sujet de l'impartialité, j'avoue que j'ai trouvé que le sujet était assez abrupt. Et je me suis dit, mais comment je vais l'aborder? Surtout que j'avais pas d'indication. Alors, vous êtes venu me voir ce matin dans mon bureau en me disant, ben voilà, comment ça va se passer? Voilà, qui va y avoir sur la scène avec vous. Et j'ai questionné ce concept d'impartialité et en tant que présidente de tribunal et membre du corps judiciaire, juge du siège, je me suis dit, je vais faire un rappel des textes parce que c'est important. Et par référence tout à l'heure à ce que je disais sur le Comte de Monte Cristo publié en 1846, c'est vrai qu'on est dans un état de droit et on est protégé par des règles. Notamment, alors je suis désolée, je vais devoir un peu lire parce que les textes, je les connais pas par cœur. D'abord, je voudrais rappeler l'article 64 de la Constitution parce que rendre la justice, c'est une mission constitutionnelle. Et cet article 64 de la Constitution dit que le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, ça c'est le premier texte fondateur dans la Ve République, bien sûr. Et puis article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à un procès équitable. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Alors on voit que autant l'article 64 parle de la Constitution, parle de la mission de l'indépendance de la justice, l'article 6 de la Convention européenne donc met en regard les deux concepts d'indépendance et d'impartialité, parce que les deux
doivent aller ensemble et ne peuvent pas être l'un sans l'autre. Voilà. Ça, c'est les deux premiers textes qui sont fondateurs. Ensuite, bien sûr, je suis amenée à évoquer l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Alors cette loi, cette ordonnance, c'est vraiment le socle de l'institution judiciaire. Et le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près de cette cour, dans une présentation du Conseil supérieur de la magistrature, rappelaient que c'est un organe constitutionnel qui est chargé d'assister le président de la République dans son rôle de garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Voilà, alors il a des compétences très variées, ce Conseil supérieur de la magistrature. Il contribue à la gestion des ressources humaines du corps de la magistrature. Il a également un rôle disciplinaire visant à garantir l'exemplarité des juges et des procureurs. Et enfin, par ses travaux, il est une instance de réflexion sur le fonctionnement de la justice, sa déontologie et les valeurs de l'état de droit qui doivent guider son action. Voilà, donc on voit bien, oui, effectivement, comment est consacrée cette impartialité à travers les différents textes et comment c'est effectivement une obligation pour les juges. Oui, alors ça, je vais y venir. Ce que je voulais rappeler sur ce Conseil supérieur de la magistrature, c'est qu'il y a 3 formations, et je le dis parce que c'est très important, c'est vraiment l'organisation de la justice, notre statut. Et quand on parle d'impartialité et d'indépendance du juge, on évoque forcément le Conseil supérieur de la magistrature qui contrôle, qui est un organe de contrôle de notre activité. On n'est pas en exercice libéral, on n'est pas des électrons libres. C'est-à-dire, on a quand même une instance au-dessus de nous qui nous contrôle. Donc ça, c'est pas rien. Il a 3 formations, le Conseil supérieur de la magistrature. Il a une formation des juges du siège qui procède à la nomination des magistrats de la Cour de cassation, des premiers présidents de cour d'appel et des présidents des tribunaux judiciaires. C'est aussi un conseil de discipline pour les magistrats du siège. Il y a une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. Voilà, donc il intervient aussi il rend un avis pour la nomination des procureurs de la République et il donne un avis aussi en matière disciplinaire. Et puis il y a une formation plénière du Conseil de la magistrature et cette formation plénière est importante parce qu'elle intervient à la demande du président de la République en tant que garant de l'indépendance de la justice. Et puis, elle intervient aussi, la formation plénière, à la demande du garde des Sceaux dans des situations qui sont définies par l'article 65 de la Constitution. Alors, je vais venir un peu plus sur notre sujet. Alors, j'avais beaucoup écrit, mais j'ai pas trop de temps non plus. Alors, les obligations déontologiques du magistrat, elles sont définies dans l'ordonnance de 58. Alors, c'est important de citer ces articles parce que c'est là à nouveau qu'on parle d'impartialité. Alors, d'abord, le serment du magistrat. Tous les magistrats, donc, avant d'exercer leurs fonctions, prêtent serment. Alors, ce serment, c'est « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ». Voilà, je crois qu'il n'est pas donné, à tout le monde dans notre société de prêter un serment de cette nature avant d'exercer ses fonctions. L'article 7-1 de cette ordonnance dit les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement des situations de conflit d'intérêts. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Alors, comment organiser l'indépendance de la justice? Puisque tout à l'heure, je disais que indépendance et impartialité, donc, ce sont deux concepts qui sont très liés. D'abord, je voudrais revenir à la théorie de la séparation des pouvoirs, qui a été élaborée entre les XVIIe et XVIIIe siècles par John Locke et Montesquieu. Et cette théorie de séparation des pouvoirs, elle est au cœur des institutions françaises. Voilà. Alors, il y a trois fonctions fondamentales pour tout régime politique. C'est d'abord le pouvoir législatif, qui édicte les normes générales organisant la vie sociale. Il y a le pouvoir exécutif, qui se charge de l'exécution de ces règles et de ses conséquences administratives. Et puis le pouvoir judiciaire, qui en assure l'application dans le cadre du règlement des litiges.
Alors, l'indépendance de la justice par rapport aux autres pouvoirs, ça c'est très important aussi. L'indépendance de la justice par rapport au pouvoir législatif résulte d'une double interdiction. L'interdiction faite au juge de se substituer au législateur en rendant des décisions générales et impersonnelles. C'est ce qu'on appelle les arrêts de règlement. Je fais un petit retour en arrière avec l'histoire, puisque vous savez qu'au moment de la Révolution, voilà, les parlements de province et le Parlement de Paris d'abord, et les parlements de province étaient très contestés par le pouvoir monarchique, hein, puisque bon, voilà, je veux dire, ils plaisaient pas forcément, leurs décisions ne plaisaient pas forcément au roi. Il y a une interdiction qui est faite aux législateurs aussi d'intervenir dans une affaire judiciaire en cours, en édictant une loi rétroactive, par exemple, ou en créant des immunités, ou encore en réduisant des délais de prescription. Et l'indépendance de la justice par rapport au pouvoir exécutif est garantie par la séparation des fonctions administratives et judiciaires. Le pouvoir exécutif ne peut pas faire pression sur les magistrats, voilà. Et de la même façon, le pouvoir exécutif ne peut pas critiquer un acte ou une décision juridictionnelle. Alors on voit à l'inverse, ça s'est fait, hein, il y a eu des époques où le pouvoir exécutif attaquait les décisions de justice, on l'a vu dans les 30 dernières années. Bon, aujourd'hui, j'ose dire, je sais pas, mais je serais peut-être contredite sur ce point que ça l'est moins. Bon, après, on est quand même dans un contexte actuel avec une attaque des institutions. Et moi, ça me paraissait essentiel ce soir de rappeler. J'ai pas fini sur l'impartialité. Hein. Ça me paraissait très important ce soir de rappeler que finalement tout ce qu'on fait au quotidien, c'est encadré par des lois, c'est contrôlé par un Conseil supérieur de la magistrature et que voilà, on contribue à l'œuvre de justice en étant quelque part phagocyté par des textes. Mais on le veut bien, hein, on n'en souffre pas. C'est un choix qu'on a fait, de faire ce métier. Alors, je voudrais citer Noëlle Comaré, qui a publié un article dans le Dalloz. Alors, elle est avocat général, je pense qu'elle l'est toujours, avocat général à la Cour de cassation. Elle a fait un article en 1998, donc dans une revue juridique. Et elle dit, à propos de l'impartialité et de l'indépendance, elle dit, distinctes, ces deux notions sont complémentaires. On ne peut pas revendiquer l'une et négliger la seconde. L'indépendance est le droit majeur du juge et le premier de ses devoirs. Elle est à la fois son signe distinctif, sa spécificité, opposable à tous, mais aussi sa responsabilité propre vis-à-vis des parties et la condition de sa légitimité. C'est qu'elle est le prolongement naturel du droit au procès équitable, de l'égalité des armes et du principe du contradictoire en toute matière, de la présomption d'innocence au pénal, qu'elle implique inéluctablement une distance intérieure, alors j'y reviendrai, assumée, responsable de la part du magistrat, une distance perceptible et contrôlée du point de vue de l'usager. Et ce principe renvoie à l'article 339 du Code de procédure civile, qui est la pierre d'angle de l'édifice. Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction. Alors je vais donner un exemple concret. On veut bien, oui. Parce que je suis désolée, je fais quelque chose de rappel de texte, quelque chose d'assez théorique, ça me paraissait important. C'était important de le faire, oui. Sur cette distance intérieure, parce qu'en fait le sujet il est là. La distance intérieure, ça veut dire que bon, nous sommes des êtres humains, et je crois qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Nous sommes des êtres humains. Bon, on a une éducation, on a un parcours de vie, on est inséré dans la société, voilà. Et quand on juge notre prochain, il faut se détacher de tout ça. Alors, il y a un premier signe qui est très important, c'est le port de la robe. Bon, voilà, le port de la robe qui nous permet de garder une certaine neutralité, c'est-à-dire que le justiciable ne peut pas discerner un statut social, voilà, puisqu'il y a cette robe noire avec ce rabat blanc. Les avocats portent exactement la même, quasiment la même, je crois. Il y a une légère petite différence. Et ça, c'est le premier point. Et puis, quand on rentre dans son cabinet de juge, alors je vais parler du cabinet de juge des enfants parce que c'est ce que je connais le mieux, et qu'on a affaire à des situations absolument horribles. Alors maintenant, je dis qu'elles sont horribles parce que quand j'étais plus jeune et que je les traitais au quotidien, ben, le matin, j'arrivais blindée et puis je pouvais affronter toutes les situations. Et le soir, je rentrais chez moi où je retrouvais ma famille et j'étais également blindée. Donc, ce que j'avais vu dans la journée, j'y pensais pas. Mais en réalité, on est confronté, comme beaucoup de magistrats, hein, que ce soit les magistrats du parquet, les magistrats, ceux qui sont à l'instruction, au tribunal pour enfants, ou à l'application des peines, on est confronté à des situations absolument horribles.
Et ça, c'est ma place de présidente qui me permet de le dire. Et il faut qu'au fond de soi, on ait une distance intérieure pour prendre. Voilà, il faut prendre de la distance avec ces situations pour être tout à fait dans une posture de neutralité, d'objectivité, pour pouvoir juger le mieux possible les situations qui nous sont soumises. Alors, autre expérience, j'arrive à la cour d'appel à un moment donné de mon parcours professionnel et je me retrouve je fais fonction de présidente de la Chambre des mineurs. Et là, j'ai 2 collègues qui ont été aussi juges des enfants. Et puis, on est en collégialité à la cour d'appel, ce qui est un avantage formidable pour rendre la justice. Voilà, il y a l'indépendance, il y a l'impartialité, mais il y a aussi la collégialité. Et on avait une situation, on sortait de l'audience, on est allé délibérer sur l'affaire. Et manifestement, au cours du délibéré, j'ai vu qu'on n'était pas tout à fait d'accord sur la décision qu'on devait prendre, et mes collègues m'ont mise en minorité. Alors j'ai été vexée dans un premier point, mais parce que je démarrais dans cette chambre, et puis surtout je me disais qu'avec l'expérience que j'avais, 12 ans de fonction, je pouvais pas me tromper. C'était très bien que mes collègues m'aient dit, eh ben non, on n'est pas d'accord avec toi, et on va pas prendre la décision que tu proposes, ou qui est proposée, je sais plus si c'était du pénal ou de l'assistance éducative. Mais bon, voilà. Ça aussi, la collégialité, c'est une garantie pour le justiciable. Alors, je crois que j'ai tout dit. Alors, je pourrais rentrer dans les textes, mais je vais pas vous... On a quand même... voilà, je crois que j'ai passé mon temps d'échange, là, mon temps de parole. Il y a tous les textes sur un juge qui considère qu'il va pas juger dans de bonnes conditions d'impartialité, il peut se déporter. Il peut demander à son président, je l'ai dit tout à l'heure, de pas faire partie de la composition. Il y a d'autres textes aussi, la récusation, mais on pourra y revenir plus tard. Tout à fait. Tout à fait, d'autant que j'aimerais qu'on parle avec Sophie Caïs, puisque là, on a vu un petit peu comment a évolué l'impartialité à travers beaucoup de textes et beaucoup d'âges. Et c'est vrai qu'avec vous, j'aimerais bien, comme on parle de ce bicentenaire aussi du barreau des avocats, vous avez affaire à l'impartialité des juges quotidiennement dans votre métier, mais c'est vrai que le vôtre de métier a aussi énormément évolué à travers le temps, et ce bicentenaire est l'occasion aussi de voir un petit peu comment. Oui, ça fonctionne. Oui, le barreau de Toulon a eu 200 ans l'an dernier, puisqu'il a été restauré par une ordonnance royale de 1822, après avoir été, comme tous les ordres professionnels, supprimé au moment de la Révolution. Et quand vous m'avez parlé de ce thème de l'impartialité, alors nous les avocats, dans notre exercice quotidien, on n'a pas à être évidemment impartiaux. En revanche, on peut être confronté à une suspicion vis-à-vis du magistrat. Et j'ai réfléchi au thème en le mettant en miroir avec l'évolution du serment des avocats, puisque notre premier serment remonte au droit romain et à l'époque de Justinien. Et à l'époque, le serment était totalement dans une forme de soumission religieuse, puisque les avocats prêtaient serment sur les évangiles et juraient de ne défendre que des causes justes. Et puis ce serment a évolué, et après la restauration des ordres, donc en 1804, mais à un moment où les avocats étaient vraiment bâillonnés, puisque Napoléon disait qu'il préférait couper la langue d'un avocat plutôt que de l'entendre critiquer le gouvernement, on était soumis dans notre serment à cette dépendance politique, puisqu'on prêtait serment de respecter les textes, le gouvernement, le pouvoir en place. Et je pense qu'à ce moment-là, la remise en cause de l'impartialité d'un magistrat n'était pas envisageable. Et ça n'est arrivé que plus tard, puisqu'il a fallu attendre 1982 pour que notre serment soit totalement départi et de la soumission religieuse et de la soumission au pouvoir politique, pour que les avocats aient une véritable indépendance de parole, et qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans les textes, puisque que ce soit le code de l'organisation judiciaire, le code de procédure pénale et le code de justice administrative, donc pour les 3 branches, ces 3 codes permettent à des avocats de récuser un magistrat. Alors il y a des conditions qui sont fixées par les textes, qui pour autant ne sont pas limitées, c'est-à-dire que par exemple le code de l'organisation judiciaire prévoit 9 cas de récusation, mais la Cour de cassation dit que ça n'est pas limité. Et donc, c'est à l'avocat de déposer ensuite une requête. Il peut également déposer une requête en suspicion légitime si la juridiction dans son ensemble lui semble partiale, ou si plusieurs des magistrats de la composition pensent qu'il pose une difficulté en termes d'impartialité. Donc, il y a eu une évolution
de la position de l'avocat à travers son serment, qui se retrouve aujourd'hui dans une liberté totale de déposer une requête en récusation ou en suspicion légitime. Et c'est très important parce que ça permet à tout justiciable de vraiment avoir la certitude qu'il a accès à un procès équitable. Alors ça se produit pas tous les jours. Moi, j'ai eu un juge qui s'est récusé spontanément un jour dans un dossier, parce que c'est bien, je pense, de donner des exemples pratiques. Un magistrat d'ailleurs que je connaissais et j'étais très contente de plaider devant elle parce que c'était un bon magistrat, qui m'a appelé la veille de l'audience en me disant je peux pas prendre le dossier, je connais les enfants de ce couple et donc je peux pas prendre le dossier. Et je trouve que c'est très louable comme attitude, et ça rejoint complètement ce que disait Madame la Présidente, c'est-à-dire que le magistrat de lui-même doit avoir cette démarche. Ça n'est pas toujours le cas, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la configuration de la société fait que on a parfois des situations surprenantes. Là, la Cour d'appel de Paris vient de rendre une décision en janvier 2023 pour annuler une sentence arbitrale parce que le président du tribunal arbitral a prononcé l'éloge funèbre de l'avocat d'une des parties, et l'éloge funèbre était tel et tellement empreint de sympathie et d'amitié et il n'en avait pas fait état, puisque le juge doit lui-même faire état de la connaissance qu'il a d'une des parties. Je crois que c'est même quand c'est sa propre famille, jusqu'au 4e degré en matière, en procédure civile. Et là, ça n'avait pas été le cas, et donc le tribunal arbitral a été annulé. Donc et ça ne pouvait pas exister avant, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et la circulation de l'information, on a évidemment beaucoup plus d'informations sur ceux qui nous jugent. Et on peut très facilement voir que sur un réseau social, tel magistrat est ami avec telle personne ou tel avocat, et ça peut laisser planer un doute sur son impartialité. Alors, vous n'êtes pas tenu d'être impartial en tant qu'avocate. En revanche, en tant que bâtonnier, si. Ah oui. Ah oui, alors ça, le bâtonnier a un devoir absolu d'impartialité. Quand on prend les fonctions de bâtonnier, le bâtonnier précédent, en général, nous dit « le bâtonnier n'a pas d'amis ». Ce qui veut dire que même nos amis au sein du barreau doivent être jugés de manière impartiale, parce que le bâtonnier a des fonctions de juge. Il est juge des taxes d'honoraires, c'est-à-dire que quand un client conteste les honoraires de son avocat, il saisit le bâtonnier, ou lorsqu'un avocat n'est pas réglé de ses honoraires, il saisit son bâtonnier, et on rend une véritable décision de justice qui peut être déférée à la cour d'appel par la partie qui succombe. On est également juge des réclamations qui sont portés contre les avocats, et on est autorité de poursuite en matière disciplinaire, ce qui est un rôle compliqué auquel, en tant qu'avocat, on n'est absolument pas habitué, puisqu'on prend, nous, le parti de l'une des parties au procès. Or là, il faut poursuivre en plus l'un de ses pairs, donc c'est compliqué. Et il faut faire preuve d'une absolue impartialité, c'est-à-dire que si demain l'un de mes amis au barreau commet une faute disciplinaire, j'ai l'obligation de le poursuivre disciplinairement, même si c'est ma meilleure amie. Donc c'est l'impartialité qui s'applique au bâtonnier, donc un avocat impartial, un dans le barreau. Tout à fait, oui. Elsa Johnston, je vous vois marquer plein de petites notes, donc j'imagine que sur l'impartialité. Alors j'ai noté un bâtonnier n'a pas d'amis parce que évidemment ça m'interpelle parce que on a tous besoin d'amitié, surtout pour rendre la justice, et même les autorités de poursuite, je crois, ont besoin d'amis. Donc c'est des questions très complexes, mais qui du coup résonnent parfaitement avec la thématique de votre soirée. Alors en effet, c'est vrai que l'impartialité fait partie de nos devoirs de magistrats. D'ailleurs, le corps judiciaire a construit cette obligation d'impartialité pour répondre à un problème de légitimité, puisque Madame le Président l'a indiqué tout à l'heure. Initialement, l'institution judiciaire est créée en France, dans un rapport de force avec la monarchie. Et pour s'imposer face à la monarchie, le corps judiciaire se dote d'une déontologie. Alors, il utilise plusieurs outils, des techniques juridiques, mais aussi d'une déontologie. Et ce sont ces déontologies d'abord locales qui sont développées dans les parlements. Alors d'abord le Parlement de Paris, mais dans les parlements du reste du royaume à l'époque, que l'impartialité va faire partie de ces obligations
qui se développe, avec d'ailleurs parfois une casuistique tout à fait détaillée pour s'imposer à soi et aussi dans le regard qu'on porte sur les collègues, le respect d'une déontologie parce que c'est un enjeu de légitimité. Et c'est de cette façon que vous avez introduit cette table ronde. Moi, j'ai aussi été surprise au départ que, vu l'actualité du pays et l'actualité judiciaire, ce soit cette thématique-là qui soit retenue. Je connais pas la particularité de l'histoire judiciaire toulonnaise, qui aurait pu vous conduire à choisir éventuellement cette thématique. Mais c'est vrai que finalement, c'est une thématique qui nous permet d'aborder le cœur même du fonctionnement de l'institution judiciaire, puisque cette institution judiciaire, c'est cet organe de régulation sociale pacifique. Donc c'est une institution fondamentale, particulièrement dans les moments de tension que nous avons traversés, avec des mouvements sociaux majeurs, avec la pandémie, avec également les ruptures qui s'annoncent avec les difficultés d'accès aux ressources et tous les conflits qui vont être générés par l'émergence de nouveaux conflits dans nos situations sociales, et évidemment aussi l'explosion de la pauvreté et des inégalités. Donc ça, c'est le rôle de l'institution judiciaire et la demande de justice dans un monde de plus en plus incertain et de plus en plus importante. Ça, c'est un phénomène qui est observé. Je crois qu'on a avec nous un universitaire qui pourra en reparler, mais sur la judiciarisation des rapports sociaux, sur l'importance que l'institution judiciaire a pris depuis les années 80 pour réguler les rapports dans la société. Et évidemment, face à cette demande de justice qui est de plus en plus importante dans la société, l'exigence d'une qualité de la justice rendue et donc une exigence majeure à l'égard des juges qui rendent cette justice est importante et bien normale. Voilà. Alors, c'est évidemment fondamental que pour avoir une justice de qualité, on ait des juges indépendants et des juges impartiaux. Mais l'histoire, malheureusement, et l'histoire récente a pu nous montrer à quel point l'impartialité avait parfois aussi pu être instrumentalisée par des responsables politiques pour discréditer les juges. Et donc, j'entends parfaitement ce que vous indiquez, Madame le bâtonnier, quand vous dites qu'un bâtonnier n'a pas d'amis, parce que vous en faites, si je comprends bien, du coup, une garantie pour vous protéger du discrédit de vos décisions et pour pouvoir juger ou poursuivre avec plus de sérénité. Mais je crois que votre mandat n'est pas un mandat qui dure aussi longtemps qu'une carrière de magistrat, surtout avec la réforme des retraites qui se prépare. Donc malheureusement, je crois que pour des magistrats français, envisager l'exercice de leur fonction et l'acte de juger comme un acte qui impliquerait de ne pas avoir de lien dans la société, de ne pas avoir d'émotions, d'avoir des valeurs mais de ne pas s'en servir, d'avoir des pensées mais de ne pas les mobiliser ou de ne pas les exprimer pour juger. Je ne crois pas que ce soit le bon chemin pour réparer la relation de la société, des citoyens, des justiciables à l'institution judiciaire. Au contraire, je pense, et moi je parle de ma place de juge, je pense que c'est nécessaire, particulièrement dans les temps troublés que nous traversons, des temps troublés qui sont troublés parce que nous vivons, je crois que beaucoup de professionnels de justice dans la salle, mais je crois que même tous les secteurs de la société le ressentent. Nous vivons un moment fort de discrédit des institutions, ce qui doit nous interroger sur leur dysfonctionnement, sur certains décalages entre les attentes et la réception de ces attentes. Voilà. Mais s'agissant de l'institution judiciaire, elle n'est pas épargnée. Donc on a un premier problème de discrédit de l'institution judiciaire. On a un deuxième défi qui est aussi le défi lié à nos moyens, puisque l'institution judiciaire, même si elle doit faire face à des demandes croissantes, n'a pas les moyens qui sont à la mesure de ses besoins. En dépit des dernières annonces, on a quand même un tel rattrapage à effectuer pour arriver à des standards à peu près acceptables de grande démocratie européenne qui nous permet pas de voir l'avenir de façon très optimiste dans la décennie à venir. Et on a également un dernier point qu'on oublie parfois d'aborder, nous autres de la communauté judiciaire, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos pratiques professionnelles. Et je crois que ça rejoint pleinement la question de l'impartialité, puisque finalement, ce qui s'annonce,
c'est le recours à des robots pour juger. Et quand je dis ça, je ne vous présente pas un scénario de science-fiction très très futuriste. On a aujourd'hui toute une économie qui se développe, qui s'appelle les legal tech, et qui consiste à travailler à des intelligences artificielles qui absorbent toutes les données qui sont désormais accessibles depuis la loi numérique de 2016 sur l'open data. Donc, évidemment, la justice française est un peu en retard dans l'accès des décisions de justice sur les moyens de communication habituels. Donc, l'open data n'est pas encore complètement accompli en France, mais l'accès à toutes ces données sur les décisions de justice permet d'ores et déjà à des intelligences artificielles de travailler à des raisonnements qui sont des raisonnements de robots, qui sont des raisonnements d'algorithmes. Et donc, des entreprises travaillent à des solutions de justice prédictive qui seront mises au service principalement des grandes entreprises, des assureurs. Et je crois que certaines évaluations ont pu être faites, je crois, par, il me semble peut-être même l'Ordre national du barreau, mais sur l'impact que ces solutions prédictives auront sur les avocats, puisque je crois que les scénarios sont assez pessimistes sur le maintien de l'activité de conseil juridique ou même de contentieux. Voilà, l'émergence de l'intelligence artificielle dans l'acte de juger, enfin pas dans l'acte de juger, mais en tout cas dans le rendu de la justice, va beaucoup transformer l'institution judiciaire dans la décennie à venir. Et donc, dans ce contexte, d'une demande de justice de plus en plus importante, d'une institution judiciaire de moins en moins crédible et d'une intelligence artificielle qui va tout simplement donner des solutions automatisées et non humaines aux problèmes qui sont posés, de régulation qui sont posés. Alors je crois que c'est très important de dire que la justice humaine, même si elle a ses limites, elle a aussi ses qualités. Et une justice humaine, il me semble que c'est une justice justement qui est rendue par des êtres humains qui sont donc dotés d'une sensibilité, que ce que nous devons défendre, c'est donc l'idée d'une impartialité qui soit une impartialité, je dirais, vivante, c'est-à-dire d'abord une impartialité qui soit fondée sur une capacité réflexive, c'est-à-dire prendre conscience de ce que l'on est, que les règles que l'on applique sont le résultat de processus historiques, politiques, prendre conscience que nous-mêmes, comme vous l'avez indiqué, Madame la Présidente, nous sommes aussi le résultat de trajectoires personnelles déterminées par certains éléments, impactés par d'autres, et que nous devons avoir conscience de nos propres biais. Donc l'acte de juger implique, à mon sens, une humilité permanente, mais aussi cette capacité à avoir conscience de soi, pour savoir où on se place soi. Et je vous rejoins parfaitement sur la nécessité de travailler à la juste distance. Je pense que c'est très important aussi pour garantir la qualité de l'intervention de la justice, que l'acte de juger soit accompagné du développement d'une éthique du juge qui soit celle de travailler à cette juste distance. Et la juste distance, c'est pas l'absence d'empathie, c'est pas le juge muselé, silencieux, poker face, comme diraient les jeunes générations, qui donne l'impression de ne rien sentir et de ne rien vivre, avec des juges qui se ressemblent comme des petits pois, pour reprendre l'expression qui avait été utilisée par un responsable politique. C'est au contraire une éthique de l'écoute, du doute, du raisonnement et de la contradiction. Et je vous rejoins parfaitement, Madame la Présidente, sur votre expérience de délibéré, de cette expérience de la délibération. Alors je sais que c'est l'objet de beaucoup de fantasmes, ce qui se passe en délibéré, parce que c'est un espace secret entre juges où nous délibérons. Et ce qui est très beau dans les moments de délibérer, c'est que nous délibérons chacun, chacune, avec nos singularités. Et moi, mes expériences professionnelles les plus fortes, ce sont des moments de collégialité avec des collègues qui étaient tout sauf des semblables, qui étaient des gens qui ne me ressemblaient pas, des gens qui n'avaient pas mes opinions, pas ma vie, avec pas mon histoire. Et dans ce moment de délibération, dans ce moment où nous raisonnons à plusieurs, avec nos singularités, mais aussi avec du raisonnement et la recherche de l'application de règles de droit et de son interprétation, mais dans ce moment d'intelligence collective, alors nous trouvons une solution qui nous paraît, à ce moment-là, à l'endroit où nous nous plaçons, la solution la plus juste. Voilà. Et donc, il me paraît important que, évidemment, dans cette recherche d'une impartialité qui nous aide tous et toutes à être au plus juste, nous fassions le nécessaire pour garantir la collégialité autant que possible. Je ne sais pas si
certains d'entre vous ont bien conscience qu'aujourd'hui, on peut juger en juge unique en cour d'appel. Voilà, j'en reviens. Hein. Donc j'ai pratiqué beaucoup de juge unique en cour d'appel. Voilà, je crois que on a laissé faire des choses aussi dans l'évolution de notre institution judiciaire par manque de moyens qui parfois nous conduisent à des solutions institutionnelles qui ne nous permettent pas de travailler avec la qualité que l'on doit à tous et à toutes. De même, dans cette éthique dont je parlais, je crois qu'il y a l'éthique de l'explication. C'est très important que dans les garanties de l'impartialité, les juges continuent de motiver leurs décisions, pour expliquer leurs décisions, pour expliquer en quoi justement cette décision-là paraissait comme la plus juste au moment où elle a été prise. Et ça, malheureusement, cette exigence de motivation, elle est peu compatible avec les impératifs de fonctionnement dans un environnement aussi paupérisé et aussi carencé que l'environnement de l'institution judiciaire actuellement. Et puis je crois que c'est aussi important, je viens d'évoquer une des réformes dans l'institution judiciaire, notamment la procédure pénale a fait l'objet récemment avec les juges uniques au stade de l'appel, mais je crois que c'est aussi important d'être les uns et les autres vigilants à tous ces nouveaux circuits courts, ces circuits pour permettre une justice qui intervienne le plus rapidement possible ou qui détourne l'accès au juge avec de la médiation obligatoire, tous ces circuits qui finalement impactent, prédéterminent la décision. Moi, je crois que quand les uns et les autres sont confrontés à la justice, ce qu'ils veulent, c'est avoir accès à un juge et un juge qui juge bien. Voilà, donc évidemment qu'il y a des alternatives possibles. Hein. La justice, c'est toujours une intervention extrêmement invasive. Donc, est-ce qu'on a toujours besoin de chirurgie? C'est pas sûr. Mais quand on en est à la chirurgie, il faut que la chirurgie, elle puisse surtout avoir lieu dans de bonnes conditions et ne pas reculer l'intervention ou la dévoyer. Voilà. Donc, je pense que pour toutes ces raisons, c'est important de, malgré tout, défendre une impartialité qui fasse de nous des juges en lien avec la société. Évidemment, nous le sommes dans nos pratiques professionnelles, mais à présent, je rejoins tous les jours la société dans nos cabinets, dans nos salles d'audience, mais nous-mêmes, intimement. C'est important de venir aux Libertés ce soir, c'est important d'aller au cinéma, c'est important d'avoir des amis, je crois, Madame le Bâtonnier, quand même, pour nous, parce que c'est aussi dans ces moments-là qui nous permettent de cultiver notre sensibilité. Je crois que nous pouvons devenir de meilleurs juges. Et je voulais juste partager avec vous une lecture. C'est la lecture d'une philosophe qui s'appelle Martha Nussbaum, qui est une Américaine, qui a écrit un livre qui pourrait être, je pense, obligatoire à l'école de la magistrature, qui s'appelle L'art d'être juste. Et donc là, je vous lis un petit passage qui fait suite à un poème d'un Américain qui s'appelle Walt Whitman. Et dans ce poème, ce poète fait référence à une figure de juge-poète. Et donc, elle répond un peu à ce poème, et voilà ce qu'elle indique. J'affirme que, ce sera pas trop loin, j'affirme que le critère du jugement que j'ai construit avec ma conception de la justice des poètes, oui, parce que Martha Nussbaum invite justement les juges à assumer leurs émotions dans leurs décisions, et elle convoque du coup une figure de juge-poète. J'affirme que le critère du jugement que j'ai construit avec ma conception de la justice des poètes passe victorieusement l'examen, intime et impartial, aimant mais sans préjugés, pensant à et pour le tout au lieu de défendre un groupe ou une fraction particulière, saisissant, par la fantaisie, la richesse et la complexité du monde intérieur de chaque citoyen. Le juge littéraire, à l'instar du poète de Whitman, voit dans les brins d'herbe la dignité égale de tous les citoyens, mais aussi d'autres images, plus mystérieuses, de désir érotique et de liberté personnelle. Cette justice exprime ses visions dans des jugements qui diffèrent largement de ceux que recommande l'école de Gradgrind. Ces jugements n'atteignent pas l'abstraction en maintenant une distance hautaine avec les faits humains que présentent les affaires. Et ils ne sont pas non plus sceptiques, doutant de l'existence de bonnes raisons. Comme l'indique Whitman, la justice des poètes exige de nombreux instruments non littéraires, une maîtrise technique du droit, une connaissance de l'histoire et du précédent, une attention scrupuleuse à l'impartialité juridique. Le juge doit être un bon juge à tous ses égards, mais afin d'être pleinement rationnel, les juges doivent également être capables de fantaisie et de sympathie. Ils doivent éduquer non seulement leur capacité technique, mais également leur capacité à l'humanité. Sans cela, leur impartialité sera bornée et leur justice aveugle. Sans cela, les voix longtemps muettes, qui cherchent à parler à travers leur justice, resteront silencieuses et le soleil de l'aube du jugement démocratique s'en trouvera obscurci. Sans cela, les interminables générations de prisonniers d'esclaves
continueront à souffrir autour de nous et commenceront à désespérer de la liberté. Et comme ça, de la poésie, on va pouvoir passer au théâtre. Il me semble que vous avez travaillé justement avec Delphine Equet sur sa pièce Parloir. Vous l'avez conseillé parce que vous avez eu affaire à plusieurs... Dans Parloir, il est question d'une femme qui se retrouve emprisonnée. C'est une femme battue qui a été maltraitée par son mari, qui finit par le tuer et qui se retrouve emprisonnée. Et donc, Elsa Johnston, vous avez travaillé sur certains dossiers de femmes comme ça, et vous avez pu aiguiller donc Delphine dans son travail. Oui, alors avec Delphine Equet, oui, j'ai eu la chance de rencontrer Delphine Equet qui travaillait à écrire un texte qui soit en lien avec certains aspects du travail de la justice. Alors même si je précise quand même que la justice en France, c'est à 80% d'une justice civile, hein. C'est pas la justice pénale qui occupe le plus les justiciables qui sont en demande de justice, et que par ailleurs la fiction qui a été écrite par Delphine Equet concerne vraiment une part très très marginale de l'activité, puisque elle traite d'un homicide par une femme qui était elle-même victime de violence. Donc oui, ça fait partie évidemment des histoires que nous croisons, que les avocats croisent aussi, que même le président dans ses fonctions de juge des enfants a croisé aussi. C'est malheureusement des histoires qui font partie du lot judiciaire. Voilà. Et c'est vrai que face à ces histoires, le travail de la fiction avec une auteure et une metteuse en scène comme Delphine Equet était passionnant. Voilà, donc je vais la laisser présenter son travail. Parce que... je rebondis sur ce très beau texte que je ne connaissais pas, que tu viens de lire, Elsa. J'aurais beaucoup aimé que le personnage d'Elisabeth, qui est cette femme qui a donc tué son mari après de longues années de violence conjugale, puisse écouter, entendre ce texte, le lire. Tout simplement parce qu'il va, je crois, dans le sens de comment elle vit, elle, son emprisonnement, puisque donc elle a été condamnée à 10 ans de prison ferme. Je crois aussi que le double statut et de victime et de meurtrière vient questionner aussi au creux de la question de l'impartialité très profondément l'humanité de la justice. Moi, je suis pas du tout spécialisée dans ces questions-là, mais j'ai adoré m'interroger avec Elsa Johnston dans les premiers pas de l'écriture. De le faire non pas avec un dramaturge, comme on peut avoir l'habitude de le faire au théâtre, donc avec quelqu'un qui va s'interroger sur l'architecture du projet avant les premiers mots, avant que ça s'écrive, mais d'essayer non pas de coller à la réalité, de ne pas être dans une forme documentaire, mais une forme documentée. Et ça rejoint aussi, je trouve ça très beau parce que on se rencontre. Enfin voilà, je connaissais que Elsa Johnston, mais j'ai adoré préparer cette table ronde avec vous parce que j'ai beaucoup aussi senti qu'il y avait un besoin du côté de la justice, un besoin en tout cas de reconnecter à des questions plus culturelles. Je me souviens, pour revenir donc au sujet de notre parloir, puisque la pièce s'appelle comme ça, c'est un temps réel, donc d'1h10, dans lequel un temps réel de parloir quasiment réaliste, dans lequel la mère, donc Elisabeth, va voir sa fille qu'elle n'a pas vue donc depuis environ 3 mois, puisque le procès a eu lieu 3 mois auparavant. Ça fait donc 4 ans qu'elle était en détention provisoire. Tout ça, le fait de retracer comme ça ce qui a pu se passer avant les premiers mots de la pièce, c'est vraiment né de mes échanges avec Elsa Johnston. C'est-à-dire que on a presque considéré que c'était l'ouverture d'un vrai faux dossier d'instruction, si j'ose dire, enfin, avec mes mots. Et je me souviens de ce que Elsa m'avait dit ce jour-là sur un banc dans un parc, puisque nous étions en plein confinement. Elle m'avait dit que le procès que Elisabeth avait vécu avait piétiné leur jardin secret. Alors ça m'avait vraiment bouleversée cette phrase parce que j'étais repartie donc avec ça dans mon carnet et je me remettais à écrire et je me disais en fait si ça se passe 3 mois après, il est vraiment fondamental de se demander ce qui a pu se passer dans cet espace auquel nous n'assistons pas, c'est-à-dire que nous ne savons rien de ce procès dans la pièce, vraiment rien. Quasiment rien. Ce qu'on sait en revanche, ce sont ses conséquences.
Alors, moi, je n'ai pas envie, en tout cas, de faire du théâtre dit politique. J'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la part intime de tout ça. Tout ce qui est si difficile à nommer et qui pourtant nous touche. Enfin, quand on est dans l'intimité de la lecture d'un roman, par exemple, on accepte beaucoup ça, cette part intime qui nous renvoie à nous-mêmes. Et là, dans la pièce, voilà, le fait que ce procès n'ait pas eu lieu, en tout cas qu'on n'y ait pas accès du tout, est assez vertigineux, parce qu'en fait, quand on voit les conséquences, on peut aussi se dire que l'humain a pu s'égarer à l'intérieur de ce procès. En tout cas, qu'il a fallu nommer des faits, plonger dans la vie personnelle d'Elisabeth, réouvrir les tiroirs, fouiller les placards, et tout ça devant le nez de sa fille Constance, donc que nous rencontrons dans la pièce, qui le vit extrêmement mal, qui en souffre parce qu'en fait, ce qu'elle voit, c'est une mère, une femme, d'abord une femme, qui ne parvient pas à se défendre. Il se trouve que entre le procès et ce parloir-là, elle ne pensait ni l'une ni l'autre se reparler ou se parler et du procès et des faits reprochés. Mais Constance doit maintenant vider la maison puisqu'elle va être mise en vente et retombe sur des lettres d'amour. Et en retombant sur des lettres d'amour, elle comprend donc que tout ça a commencé par une histoire d'amour. C'est là que le trou béant va se creuser devant nous et où justement ce que je cherchais à faire en écrivant, j'espère que c'est le cas, en lisant et en voyant la pièce, c'est de donner à voir, de donner à entendre cette béance qu'il peut y avoir entre, d'un côté, le monde de la justice et aussi, d'un autre côté, effectivement, la vie privée des gens. Je reviens aussi au mot parloir parce que c'est très intéressant, je trouve, de se demander quels sont les espaces dans notre société qui permettent de délimiter l'espace de la parole, ou plutôt de construire l'espace de la parole. Il y a le théâtre, il y a le cabinet du psychanalyste, il y a le confessionnal, enfin il y en a plein d'autres. Et il y a effectivement ce fameux parloir qui en français porte ce nom-là, mais dans d'autres langues ne le porte pas. Et moi, je trouvais ça vraiment hyper touchant de me dire qu'en fait, c'était un espace de liberté à l'intérieur de l'enfermement, un espace d'humanité à l'intérieur de choses extrêmement codifiées, réglementées dans un protocole. Tu parlais de couches d'oignons, je me souviens aussi lors de nos entretiens, et du fait qu'en fait, on ne peut pas atteindre, mais en fait, ça revient à décrire l'âme humaine, puisque effectivement, en fait, on ne peut pas percer l'âme de quelqu'un. Pour revenir aux conséquences du drame familial que le procès donc n'a pas évité évidemment, mais est resté concentré sur les faits et comment juger ce double statut et de victime et de meurtrière. Voilà, Elisabeth, donc ce personnage qui est devenu réel pour nous mais qui n'existe pas, parce que ce n'est pas du tout tiré d'un fait réel. Je voulais vous lire un petit passage parce que j'aime toujours lui donner la parole, évidemment, et que en fait, cette Elisabeth, elle accepte ce qui lui arrive, en fait. En tout cas, c'est ce qu'elle dit, et ce qu'on lui a fait dire. Donc, je voudrais lui donner la parole. C'est très court. C'est trop court. Oui. Elle dit donc, elle répond à Constance, qui vient donc d'écrire pour la première fois devant sa mère ce que elle a vu, et plutôt n'a pas vu, mais entendu du crime. Elisabeth répond, je voudrais oublier ce moment, l'enfermer à clé dans une boîte pour toujours, brûler cette boîte, et revenir à ma vie comme elle aurait dû être et ne sera plus jamais. Je voudrais effacer les mots qu'il a prononcés, trouver une parade à chacun de ses coups, qu'ils finissent par tomber dans l'oubli. Je voudrais rétablir l'amour, je voudrais que la joie revienne, je voudrais que tu sois ma fille mais qu'il ne soit pas ton père. J'aurais aimé que ma fragilité ne devienne pas une faiblesse. Mais il n'y a pas eu de miracle. Personne n'est venu frapper à notre porte pour nous porter secours. Je ne sais pas ce qui est bien et ce qui est mal. Je ne livrerai pas bataille pour savoir lequel de nous deux avait raison. Cela n'a pas de sens. Nous étions d'abord des gens qui s'aimaient. L'amour a ensuite autorisé la violence. Je ne veux pas juger mon geste parce que je sais déjà
qu'il est la conséquence de ce qui a précédé. Je ne peux pas regretter puisque je sais que je n'ai pas agi par désir. J'ai cessé brutalement d'espérer que la colère et la violence s'arrêtent d'elles-mêmes. J'ai agi par désespoir. J'ai puisé trop longtemps en moi-même les dernières ressources possibles et j'ai senti qu'après elles, je ne souffrirais plus, je mourrais. Je ne veux pas servir d'exemple pour qualifier la justice d'impuissante. C'est trop intime tout ça, elle ne peut pas. Et comme elle ne pourra jamais tout saisir, elle a tranché. Ce que j'ai fait, j'en avais pas le droit. Je préfère accepter le verdict pour ne pas me sentir humiliée une nouvelle fois, ressasser la laideur. Je ne peux pas mieux me défendre qu'en étant ici pour 10 ans sans me plaindre. Ça va, Constance? Ce qu'elle dit là, elle ne l'a jamais dit évidemment au procès. Jamais. Et ça, Constance ne le supporte pas. C'est pour ça que je voulais vous lire ce passage, c'est que ça rebondit de près ou de loin, mais en tout cas la question de la relation à questionner entre, sur l'impartialité de la justice évidemment, mais je m'en éloigne un tout petit peu en reparlant d'humanité, dont vous parlez tout à l'heure, et de cette très belle expression de la distance intérieure. Et ce qui est important, c'est que grâce à cette histoire, vous abordez différents aspects de la justice, différents aspects des conséquences de la justice aussi. Vous m'aviez parlé notamment de la sévérité des juges d'assises et de la valeur d'exemple qu'ils donnent à travers cette condamnation et de tout ce que ça implique aussi que vous abordez dans cette pièce. Hein. Oui, tout à fait. Mais après, c'est pas exhaustif, c'est-à-dire que c'est vraiment le temps d'un seul parloir, donc on n'a pas accès à... Justement, c'était aussi une volonté de le placer dans un espace-temps réel, parce qu'il n'y a pas d'ellipse dans la pièce, et ça, c'est Elsa Johnston qui en a eu l'idée, enfin, qui l'a suggéré assez tôt, suffisamment tôt pour que je puisse le prendre en compte. C'est très important de dire que voilà, ce moment-là auquel on assiste, en est un seul parmi tant d'autres, et que en tout cas il fallait qu'il donne à entendre et à voir tout l'autour. Donc si ça peut poser des questions et rejoindre les questions qu'on se pose ce soir, c'est aussi le but de ce texte. On va revenir à l'impartialité avec vous, Monsieur Philippe, puisque dans votre livre, aidez-moi. La fabrique des jugements, pardon. Vous abordez différents aspects là aussi. Vous avez analysé le rôle des magistrats, le rôle de la justice, ce qui interfère, les différentes justices à travers le monde. Ce qui est très intéressant aussi, les processus de justice qui ont été mis en place dans différents pays, qui ont pu soit influencer les nôtres en France, soit servir justement d'exemple qui ne fonctionnait pas très bien. Et on a parlé tout à l'heure de l'expérience personnelle des juges et de leurs sentiments. Et vous parlez notamment justement à propos de l'impartialité, de l'importance du juge dans son milieu, de l'importance du juge là où il travaille dans les différentes régions, parce qu'il travaille pas forcément de la même façon selon la région ou selon la ville dans laquelle il est. Merci. C'est la difficulté d'être le quatrième, ça donne envie de rebondir sur plein de choses qui ont précédé. Mais je vais essayer de m'en tenir à peu près à la question que vous Mais vous m'avez pouvez posée. Rebondir aussi sur le reste si vous voulez. Non, mais sinon ça va être trop décousu. Non, je voulais revenir avant d'arriver précisément sur le travail sur lequel vous interrogez, sur cette question de l'impartialité et la façon dont je le vois, mais dont je pense ma discipline le voit d'une manière générale. En fait, la question qui se pose, c'est que la plupart des États démocratiques ont séparé, et ça c'est assez commun, un système, un groupe législatif qui va produire des lois et un groupe judiciaire qui va les appliquer. Mais une fois qu'on a dit ça, on se retrouve devant une opposition au sein de laquelle chaque État, quand il constitue son système institutionnel, cherche à trouver le meilleur équilibre entre, d'un côté, avoir des niveaux de contraintes extrêmement forts sur les magistrats, sur ceux qui vont rendre la justice, donc avoir une loi qui cadre énormément les pratiques des magistrats, afin de limiter les pratiques afin de limiter la diversité des pratiques entre un individu et un autre, et entre une cour et un autre. Et à l'opposé, on va avoir la contrainte de
s'adapter au cas qui est présenté devant la Cour et au fait que les circonstances spécifiques ne peuvent jamais être intégralement prévues dans le code, et donc il faut laisser une certaine souplesse aux magistrats pour appliquer un texte à un cas précis, incarné, avec des êtres humains devant soi. Et ces deux contraintes vont en sens opposé. Et d'une certaine manière, c'est impossible de trouver un système qui satisfasse parfaitement ces deux contraintes, à la fois d'harmonisation, de volonté que chacun soit traité de manière équitable, quel que soit l'endroit ou l'individu devant lequel il se présente, et en même temps que chacun soit respecté dans la singularité de son cas. Néanmoins, on a deux systèmes qui représentent un petit peu les idéotypes de part et d'autre. Le système contraignant est celui qui a existé pendant longtemps aux États-Unis, qu'on appelait les sentencing guidelines, qui sont des grilles, formellement des grilles. Enfin, vous avez vraiment l'équivalent d'un tableur Excel où on a deux dimensions principales, la gravité des faits et la gravité des antécédents de l'individu. Et à partir de ces deux indicateurs, on a une case dans la table et ça donne la peine qui doit être prononcée à l'encontre, enfin, une catégorisation de la peine qui doit être prononcée à l'encontre de l'individu. Et à l'opposé, vous avez les peines totalement ouvertes où le magistrat est libre de prononcer la peine qu'il préfère. Le système des sentencing guidelines a été abandonné en 2005 aux États-Unis, qui était le principal pays utilisant des sentencing guidelines. Il a été abandonné en 2005 dans un arrêt assez célèbre de la Cour suprême des États-Unis, qui s'appelle l'arrêt Booker, au nom du fait qu'il avait quand même tendance à écraser des individus qui arrivaient et n'étaient dans une case où ils devaient être punis assez sévèrement et qui se retrouvaient quand même avec des circonstances diverses du cas qui amenaient la peine à être complètement disproportionnée dans leur cas. Et les sentencing guidelines sont devenus seulement indicatif pour les magistrats. Mais une fois qu'on a exclu ce système des sentencing guidelines, le considérant comme étant trop violent ou le considérant comme trop harmonisant les situations individuelles, il nous reste un cas où on doit s'en remettre, on va s'en remettre dans la plupart des systèmes, dans la totalité des systèmes en fait, au jugement d'un magistrat qui va devoir lui-même décider de ce qui est le mieux dans ce cas-là, à partir d'un cadrage qui est nécessairement lâche, un cadrage légal qui lui impose un certain nombre de contraintes, un certain nombre de choses qu'il ne peut prononcer, un certain nombre de choses qu'il ne peut pas prononcer, mais reste une amplitude quand même encore assez large au sein de laquelle l'individu va devoir trancher, enfin, le magistrat va devoir trancher. Et là, chaque système a essayé de minimiser d'une certaine manière les disparités entre les individus, essayer de faire en sorte que un même cas présenté devant deux magistrats différents ou devant deux cours différentes aboutissent à peu près à la même décision. Alors pour ça, il y a évidemment tout un tas de règles formelles. Évidemment, le fait de la collégialité limite les disparités entre les décisions. Évidemment, le caractère contradictoire des débats permettant à chacun d'exprimer son point de vue va limiter les disparités. Évidemment, le formalisme juridique, les robes, la pompe de la cour, etc., va essayer de donner une pesanteur qui rend chacun responsable, enfin en tout cas pleinement conscient de la responsabilité qui lui incombe, mais il reste quand même à la fin une part d'autonomie du magistrat. Et donc là, la question va se poser de savoir comment est-ce que les systèmes institutionnels veulent cadrer cette autonomie du magistrat. Et à ça, plusieurs solutions ont été trouvées. La première consiste à dire globalement, on veut que ça représente la vie de la population, donc on va tirer au sort des gens dans la population et ils vont prendre les décisions en agissant comme un échantillon représentatif de la nation. C'est le système des jurés. Une autre façon de résoudre ce problème, ou de tenter de le résoudre en tout cas, a été de faire élire les magistrats, ce qui n'est pas absurde en soi. Enfin, c'est juste de dire il faut que les gens représentent la volonté des citoyens sur un territoire donné, et donc il faut que les citoyens s'expriment directement par le vote. Alors après, il y a tout un tas de déclinaisons des systèmes de vote, mais c'est une autre façon de résoudre ce problème. Et la solution que nous avons en France a été de dire il faut au contraire les mettre le plus loin possible de toute interférence d'ordre politique ou de pression sociale, et donc il nous faut un corps de magistrats recrutés par concours, indépendants statutairement, etc., et qui sont des fonctionnaires dont le statut, enfin en tout cas dont la carrière est a priori garantie sur le long terme, de manière à ce qu'il n'ait pas à craindre pour eux-mêmes, etc., etc. Et une illustration en fait de la cristallisation de ces problèmes, et ça revient à la question que vous m'avez posée précisément, c'est celle de l'application territoriale. C'est-à-dire que c'est quelque chose avec lequel on est a priori pas très à l'aise en France. A priori, la loi, la République est une et indivisible, etc. Chaque territoire est censé être traité exactement de la même façon. La loi n'accepte pratiquement pas d'exception à son uniformité, si on accepte la question des territoires ultramarins.
je crois que les juristes m'avaient sorti un petit exemple sur la corrida et le combat de coq, qui sont effectivement des pratiques qui ne sont autorisées que dans certains endroits du territoire de la République et pas à d'autres. Mais à part ces quelques exemples folkloriques, la loi est censée être la même partout. Dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, pour l'étude de laquelle vous faites référence, il y a des gens qui sont élus donc par endroit, et il y a quand même une certaine tolérance de la part des institutions, et même d'une certaine manière, c'est assez revendiqué par les autorités locales, qui est de dire, bah oui, les gens, ils sont magistrats à un endroit et ils doivent prendre en compte potentiellement les disparités. La question se pose donc de savoir si ces disparités, elles sont réelles, si on voit effectivement que les gens se comportent différemment d'une cour à une autre, selon les caractéristiques du territoire ou les volontés des gens localement. Et ça, en fait, sans rentrer dans de grands détails méthodologiques, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à déterminer. Parce que si vous prenez deux cours différentes et que vous dites les jugements sont pas les mêmes en moyenne, j'ai oublié de le préciser, je m'intéresse exclusivement au pénal. Donc tous les exemples que je prends et toutes les références que j'ai sont en matière pénale. Donc si on constate par exemple que des peines sont différentes à deux endroits donnés, on ne peut pas dire pour autant que c'est parce que les magistrats de ces deux endroits jugent de manière différente. Potentiellement, c'est simplement que les justiciables qui arrivent sont différents, qu'ils sont plus ou moins pauvres, qu'ils ont plus ou moins inséré professionnellement, qu'ils ont plus ou moins fait d'études, qu'ils ont plus ou moins une situation familiale. Autant d'éléments que un magistrat va prendre en compte, mais que un avis extérieur, enfin un chercheur d'un point de vue extérieur ou à l'échelle agrégée, on ne peut pas récupérer toute cette complexité d'un cas réel. Et donc la façon dont on a procédé dans ce cas-là pour mettre en évidence ces disparités territoriales a été de s'intéresser à un État des États-Unis qui s'appelle la Caroline du Nord. Vous voyez peut-être où c'est le côté est des États-Unis. Et la Caroline du Nord a un système institutionnel qui est très particulier dans la mesure où les juges sont élus, mais afin d'éviter la collusion avec les élites locales, et c'est explicitement dit comme ça, hein, c'est pas moi qui projette une volonté politique sur d'autres individus, afin d'éviter la collusion avec les élites locales, les magistrats sont obligés de changer de juridiction tous les 6 mois. La Caroline du Nord, c'est pas absolument gigantesque. Il tourne d'un district à un autre au sein de 8 divisions. Donc, globalement, ça veut dire aller à 1 heure de voiture de chez soi. Enfin, ils sont pas obligés de déménager tous les 6 mois. Fort heureusement. Mais néanmoins, on voit donc ces gens qui changent de juridiction assez fréquemment, et donc on peut les voir arriver à un endroit, et on peut suivre leurs décisions, la première décision qu'ils prennent à un endroit, et la 400e décision qu'ils prennent à un endroit. Et ce qu'on a regardé à ce moment-là, dans cette étude, c'était de regarder quelle distance il y avait entre la décision qu'ils prenaient et la moyenne des décisions prises par des vieux juges, enfin par des juges qui avaient un peu d'ancienneté localement. La distance qu'il y avait entre leurs décisions et la moyenne de ce qui était pris pour un cas similaire par les juges les plus anciens. Et ce qu'on peut observer à ce moment-là, c'est que cette distance a tendance à décroître avec le temps. C'est-à-dire qu'au départ, ils sont trop sévères ou pas assez sévères, et plus le temps passe, plus ils arrivent à être au même niveau de sévérité que leurs collègues qui ont passé plus de temps dans la juridiction. Ce processus-là, il met en évidence, en fait, en creux, l'existence d'une norme locale, l'existence de particularités locales que le magistrat va prendre en compte. C'est pas quelque chose qu'il observe dans la cour et que nous, on n'observerait pas, parce que ça, lui, il est dans la cour, donc lui, il voit les choses. En revanche, il y a quelque chose qu'il apprend au fil du temps. Ça met en évidence ce phénomène d'apprentissage, et s'il y a quelque chose qu'il apprend, c'est nécessairement qu'il y a des particularités locales, autre que ce qu'il peut directement observer depuis sa position de magistrat. Et cette observation-là est renforcée par le fait que les magistrats sont élus dans certains districts, et que ce phénomène d'apprentissage, on ne l'observe absolument pas là où ils sont élus. Là où ils sont élus, ils sont assez souvent dans ce système de Caroline du Nord issus soit ayant été clercs, soit ayant été assistants des magistrats, soit ayant été avocats. Donc ils connaissent les normes de ce district-là. Donc ils n'ont rien à apprendre dans ce district-là. En revanche, dès lors qu'ils bougent dans un autre district, là on les voit avoir une nécessité de s'adapter à cette culture locale. Savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose, en revanche, est très difficile d'un point de vue de français. Généralement, c'est un résultat qui paraît assez choquant, ou en tout cas potentiellement problématique, l'idée que les gens ne soient pas jugés de la même façon à un endroit ou à un autre, non pas pour ce qu'ils sont, mais en raison de préférences locales de la population. Aux États-Unis, c'est tout à fait accepté, mais c'est à mon sens un type de variation qui a un intérêt institutionnel. C'est-à-dire que dire que il faut pas que l'origine ethnique du condamné ou son origine sociale soit pris en compte, c'est relativement trivial. C'est pas forcément, enfin, ça veut pas dire que c'est pas le cas, mais je veux dire, normativement, c'est pas une question qui est très difficile à trancher. Le fait qu'il faut juger les gens, quelle que soit leur origine, de la même manière, la plupart des gens s'accordent à dire que oui, ça devrait être le cas. En revanche, le fait de savoir s'il faut prendre en compte des disparités territoriales, à mon sens, est un point de cristallisation. En fait, on peut voir un peu la tension qu'il y a autour de la notion d'indépendance et la question de savoir quels sont les critères qu'on doit prendre en compte au moment où on prend une décision au-delà de la simple légalité
caractère légal de la décision et des contraintes légales qui s'imposent. Je vais m'arrêter là. Madame la Présidente, je crois que vous voulez réagir avec des exemples. Oui, ça fait écho à une expérience que j'ai eue à Marseille, une expérience de juge des enfants qui est très intéressante. Donc, avant d'être juge des enfants à Marseille, je l'étais à Angers. Donc, comme département, je crois que c'est le Maine-et-Loire, me semble-t-il. Territoire assez traditionnel, conservateur, plutôt neutre, avec une population, classique, voilà. Et j'arrive à Marseille et j'ai le souvenir d'un dossier. Vous savez qu'il y a une très grosse communauté mahoraise à Marseille. Et j'ai le souvenir d'un dossier où il y avait une mère, son fils de 17 ans à peu près, et une petite jeune fille de 15 ans. Et cette petite jeune fille exprimait un malaise très fort. Et donc moi j'ai été saisie comme juge de cette situation. Et donc en appliquant le code de procédure civile, les lois de la République, donc... Forcément, j'avais demandé à la greffière de convoquer le père, la mère, et puis la jeune fille de 14-15 ans. Et le jour de l'audience, la mère est venue avec la jeune fille et il ne s'est strictement rien passé. C'est-à-dire qu'elle n'a pas ouvert la bouche. Je n'ai pas pu évaluer la situation de danger de cette jeune fille. Et donc, elles sont reparties toutes les deux. Je fais une deuxième tentative. Ça marche toujours pas, et puis je tourne en rond dans ce dossier sans pouvoir élucider d'une quelconque façon la réalité du danger. Et dans le même temps, j'ai eu l'opportunité absolument extraordinaire de faire une formation en ethnopsychiatrie. On a eu cette chance, c'était une formation qui était proposée au juge des enfants de Marseille, financée par l'École nationale de la magistrature. Et là, j'ai appris à prendre en compte dans le traitement, dans l'examen d'une situation, les différences culturelles, d'origine des populations qui résidaient à Marseille, notamment puisqu'il y a des communautés très importantes, kabyles, mahoraises, arméniennes. Et à la suite de cette formation, j'ai revu ma façon de procéder, c'est-à-dire que, en gros, les formateurs, qui étaient des ethnopsychiatres, entre autres, nous disait la famille mahoraise, c'est une famille matrilinéaire. Le père, on le voit pas, il existe quasiment pas. C'est la communauté qui compte. Et l'enfant d'ailleurs porte son nom de famille. Le nom de famille de l'enfant, c'est le prénom du père. Voilà. Donc tout ça, ça brouille les pistes. Et les formateurs, donc on était plusieurs juges des enfants suivant cette formation, nous disaient, ce qui est important, c'est de travailler avec la communauté. Et du coup, on a changé nos pratiques au tribunal pour enfants de Marseille avec ces familles-là. On n'a plus appliqué le code de procédure civile ou pas totalement. Et en fait, on disait aux mères de famille, vous venez avec qui vous voulez. Voilà, vous venez à l'audience, vous pouvez venir accompagner de qui vous voulez. Et c'est comme ça que dans cette situation, je me suis retrouvée avec le chef de la communauté de la cité lambda du 15e arrondissement de Marseille. Le frère est venu, le grand frère, la maman et la jeune fille. Et à partir de là, l'audience s'est déroulée normalement. C'est-à-dire que il y a eu la parole qui a circulé, j'ai compris les enjeux de la situation familiale, et enfin j'ai pu être dans mon rôle de juge des enfants, protecteur, voilà. Et tout ça, c'est pour rebondir sur ce que vous avez dit sur les particularités locales, voilà. Deuxième réaction à l'intervention de Delphine Icquet. Alors moi, je suis très contente de votre présence dans cette assemblée parce que moi, je suis une juge avec, en plus, dans les fonctions de présidente, une certaine rigueur, une certaine austérité. On pense sans arrêt à l'éthique professionnelle, à la déontologie. Et ça me fait très plaisir d'abord d'être dans un théâtre et puis de vous entendre parler de votre œuvre là, parce que je disais tout à l'heure, quand on a préparé cette séance, qu'en fait, quand on est juge, et pour être un bon juge, il faut se nourrir de la culture en permanence. Voilà. Tout à l'heure, je citais Monte Cristo, le comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas. C'est absolument pas la littérature que je lis et qui m'intéresse, pas du tout. Mais pour exercer ma fonction de juge, je me suis appuyée sur la littérature, entre autres, la philosophie, d'autres sciences sociales, et les fonctions de juge des enfants amènent à ça, à cette connaissance. Mais voilà, pour moi, c'est un bonheur de vous entendre parler de ce texte et de cette pièce que j'espère pouvoir venir voir. Voilà. Alors, on pourra d'ailleurs la voir puisqu'elle sera donnée le 23 mai à Château-Vallon, toujours dans le cadre de ce thème. Elsa Johnstone, vous vouliez réagir ? Non ?
Sinon, je crois que Monsieur Philippe voulait réagir au propos de Madame la Présidente. Je voulais juste donner un autre exemple qui va dans le même sens en fait, mais ça vient alors ça c'est pas du tout de mot, mais du travail d'un géographe qui s'était intéressé aux pratiques des parquetiers et un exemple qui m'avait marqué là-dedans était juste de dire un retrait de permis, si vous êtes à Foix et si vous êtes à Paris, ça n'a pas la même importance pour l'individu, donc c'est littéralement pas la même peine. Enfin, donc forcément, oui, peut-être que selon les règles qu'on a, je suis censé lui retirer. Mais si je retire son permis de conduire à un type qui vit dans la campagne en Ariège, je lui fous sa vie en l'air quand même. Enfin, il peut plus aller travailler, il peut plus emmener ses enfants à l'école, etc. Donc la peine est beaucoup plus lourde que dans un endroit quadrillé par des services publics avec des transports en commun, etc. Où globalement, donc là, ils reconnaissaient quand même d'eux-mêmes que la pression du terrain faisait quand même que fallait s'adapter. Voilà. C'est juste pour donner un truc. Sophie Caïs, je vous en prie. Oui, la question des spécificités locales est une question à laquelle on est confronté aussi en tant qu'avocat, puisqu'on a la possibilité d'aller plaider partout sur le territoire de la République. Et quand des clients nous disent mais comment ça va se passer quand on est censé aller plaider ailleurs, on ne sait pas en fait, parce qu'on est habitué à la jurisprudence de nos magistrats. On sait par exemple, et y compris au sein du tribunal, notamment, moi je pratique beaucoup la matière familiale, je sais que devant tel juge, tel argument va porter et vraisemblablement moins devant tel autre juge. Mais en revanche, quand on est complètement en dehors de notre espace habituel, on ne sait pas. Et moi, il m'arrive très souvent de dire à des clients, prenez un avocat local, parce qu'il saura parler à son juge. Il saura comment l'aborder et il saura si ce que vous demandez est acceptable ou pas. Et les pratiques de nos magistrats, on les explique aussi à nos confrères extérieurs en disant dans tel dossier, vous risquez ça. Ah bon, mais c'est pas du tout comme ça chez nous. Je dis oui, mais nous à Toulon, c'est comme ça. Et donc il y a effectivement des spécificités locales et dans toutes les matières, que ce soit pénale ou évidemment en matière civile, en matière familiale, prud'homale. Voilà. Et je voulais juste répondre à Madame Johnson par rapport aux amis du bâtonnier. J'ai des amis, beaucoup, mais j'en ai beaucoup au barreau. Et en fait, la grosse différence entre un magistrat et le bâtonnier en tant que juge, c'est que vous jugez des gens que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais vu, que vous verrez jamais. Mais moi, je juge mes pairs. Et en plus, à Toulon, on est 500 et quelques avocats, on se connaît tous. Alors on est plus ou moins proches, mais moi j'ai vraiment des amis très proches au barreau. Et cette phrase de le bâtonnier n'a pas d'amis, c'est pas pour mon quotidien évidemment, heureusement. Et d'ailleurs j'ai très souvent recours aux anciens bâtonniers pour prendre mes décisions parce que y en a qui sont difficiles à prendre et leur expérience et j'ai mes propres biais. Et le bâtonnier, je dirais, n'a pas d'amis, mais n'a pas non plus d'ennemis. Et dans certaines situations, on peut être amené à avoir la vision d'une situation factuelle par le biais de l'amitié ou de l'inimitié qu'on peut avoir vis-à-vis d'un avocat, exactement comme le magistrat, et c'est d'ailleurs ce qui est prévu au Code de l'organisation judiciaire, l'amitié ou l'inimitié. Et je trouve que pouvoir faire appel aux anciens bâtonniers, ça permet justement de prendre de la distance. On en revient toujours à cette notion de distance, et de voir les faits à travers uniquement la qualification qu'ils peuvent revêtir et pas par rapport à l'amitié ou l'inimitié qu'on peut avoir vis-à-vis de cet avocat. Parce que c'est difficile. Effectivement, mon mandat ne dure que 2 ans. Et à la fin de l'année 2023, donc en janvier 2024, je vais être de nouveau confrontée à des confrères que j'aurais peut-être poursuivis disciplinairement et qui ne seront, et je ne serai plus que leurs confrères, je serai plus le bâtonnier. Donc ça fait une grosse différence par rapport aux magistrats et ça justifie cette fameuse maxime, mais qui ne s'applique que, encore une fois, à la vie. Pas d'ambiguïté, pardon, c'est tout à votre honneur. Je critique pas du tout votre positionnement. C'est plus ce qui m'interpelle moi, du coup, en tant que magistrat. Mais je crois que la grande différence, c'est que moi, si je suis amenée à juger des amis ou à juger des ennemis, je peux me déporter. Voilà. Alors que vous avez un rôle qui est plus compliqué, puisque vous incarnez une figure d'autorité et de régulation à vous toute seule. Et moi, je peux me déporter et par ailleurs,
sur des situations qui impliquent moins de proximité avec une partie, mais il y a la collégialité. Voilà, quand c'est pas simplement des liens avec une partie et que c'est une situation sur laquelle on va avoir une identification particulière ou être touché particulièrement parce que ça résonne avec quelque chose de notre histoire personnelle. Ou voilà, là, la collégialité permet de diluer un peu, ou plutôt de faire de cette hypersensibilité plutôt un élément d'enrichissement du délibéré. Moi, ce que j'entends quand même de ce qu'on se dit là, mais je ne sais pas si la salle partagera ce constat, c'est quand même que les exemples que vous avez donnés, alors je trouve que c'est passionnant, Arnaud Philippe, ce que vous avez présenté sur ces juges itinérants qui sont de plus en plus sévères au fil du temps. Ça me fait penser à nos juges itinérants à nous, nos juges placés aussi, qui vivent un peu, enfin j'ai été beaucoup juge placé, donc je vois à peu près l'équivalent de ce que c'est que parfois l'arrivée dans certaines juridictions ou en correctionnel on va me dire ça c'est le tarif ici pour tel type d'infraction, voilà, ça peut arriver. Je crois que c'est une façon très très dévoyée de juger. Je crois que par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur ce qui est l'idéal de justice et ce qui doit être notre ambition dans l'acte de juger, on peut pas parler de tarif, on peut pas parler de grille, et tout ce qui nous pousse à l'automatisme et à la trame nous éloigne de l'acte de juger en réalité. Et ce que j'entends dans les exemples que vous donnez l'une et l'autre sur l'importance aussi de la connaissance de vos juges, mais aussi la connaissance de vos justiciables, c'est quand même que c'est aussi dans la proximité. Alors il y a cette question de la juste distance, mais la juste distance, c'est pas l'éloignement, c'est la juste distance. Donc c'est aussi savoir être proche, avec la capacité de compréhension de l'autre, d'empathie aussi. L'empathie n'est pas une faiblesse, l'empathie pour une partie, quelle qu'elle soit, voilà, c'est aussi ce qui nous permet de pouvoir être plus en face avec l'enjeu qui nous est soumis. Voilà. Donc, je crois que la juste distance, c'est aussi savoir se rapprocher parfois. Voilà. Et moi, ce que vous décrivez, et votre anecdote sur les affaires familiales, j'en ai beaucoup fait. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Et en effet, c'est vrai que et même sur au-delà même du cœur de la décision, il y a 1000 petites choses qui changent d'un tribunal à l'autre dans la façon, dans tous nos usages, et donc pour les justiciables. C'est malheureusement pas souvent très lisible, et je crois que ça doit nous conduire aussi à une difficulté pour faire comprendre toutes ces subtilités sur la façon dont on juge et la façon dont on est impartiaux, je dirais une impartialité éclairée. C'est la difficulté qu'ont les justiciables et nos citoyens à comprendre le fonctionnement de la justice. Voilà. Et ça, je crois que en tant qu'avocat, vous êtes nos passeurs, vous aidez beaucoup la société à comprendre de quoi il s'agit. Je crois que nous, les juges, on a plus de mal à s'expliquer, à aider la compréhension de l'institution judiciaire, parce que nous, les explications, on les donne dans nos décisions. C'est une langue très codifiée, et l'institution judiciaire a beaucoup de progrès à faire pour communiquer sur son fonctionnement, communiquer sur ses décisions rendues, communiquer sur les enjeux qui la traversent. Mais je crois que aussi une des raisons pour lesquelles cette attente à l'égard de l'impartialité des juges peut parfois générer certaines confusions, c'est aussi parce que l'institution judiciaire est mal comprise et pas toujours très lisible dans son fonctionnement. Oui, d'ailleurs, je me demandais, pardon pour cette question un peu innocente, mais l'origine du mot bâtonnier, parce que on parlait de, ça s'appelle bâtonnier, mais par exemple, moi je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est vrai que ça évoque immédiatement quelque chose d'un peu effrayant, ou bien d'un guide dans un chemin, évidemment, on a besoin d'un bâton, mais je me demandais d'où ça venait, tout simplement. Oui, le bâtonnier a un bâton, effectivement, qui n'est pas destiné à frapper les avocats, bien sûr, mais ni les juges, même si parfois ça mériterait. Mais
Et il y a dans certains barreaux d'ailleurs une tradition de transmission du bâton. C'est symboliquement, voilà, on se passe, c'est comme un témoin en fait, qu'on passe de bâtonnier en bâtonnier. Ce qu'on n'a pas à Toulon d'ailleurs, c'est dommage parce que c'est une tradition qui est assez sympathique. Juste pour terminer sur ce que disait Madame Johnson, c'est vrai que les avocats, on a un rôle de traducteur vis-à-vis des justiciables et on les voit avant la décision, bien sûr, puisqu'on construit avec eux le dossier. On a aussi un rôle de conseil, parce que être avocat, c'est pas uniquement la plaidoirie, il y a le conseil. Parfois, on dit à des clients, il faut pas faire de procès, là, ça sert à rien, et c'est perdu d'avance, ou alors ça va être encore plus destructeur. Moi, je dis souvent, il faut laisser dormir le chien tranquille, hein, si ça bouge pas, même si vous respectez pas une décision, vous respectez pas l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement, la partie adverse ne demande rien, n'allez pas en demander la suspension, ça sert à rien, il bouge pas. Donc et après on a ce rôle de traduction de la demande vis-à-vis du magistrat et ensuite de la décision vis-à-vis du justiciable. Donc on les voit avant, on les voit pendant et on les voit après. Et il y a une véritable œuvre de pédagogie qui est nécessaire de la part des avocats, qui est pas toujours à la hauteur des attentes des justiciables. Et d'ailleurs, on a souvent, en tant que bâtonnier, des réclamations disant j'ai pas de nouvelles et la décision a été rendue, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas compris, je sais pas ce que je dois faire. Et je pense que voilà, certains avocats ne vont pas au bout de la démarche parce que c'est vrai que c'est pas toujours compréhensible la décision ni dans l'esprit ni dans les termes.